Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Je le disais, c'est un rapport absolument explosif consacré à la Chine. Il s'intitule « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Vous êtes l'un des deux co-auteurs de ce rapport, Paul Charon, bonjour. Vous dirigez le domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'IRSEM. Et l'IRSEM, c'est important dans ce contexte, est un laboratoire de recherche qui est en lien avec le ministère de la Défense. Je dis que c'est important parce que la Chine n'a pas du tout apprécié ce rapport. Il a fait savoir par le biais du porte-parole de l'ambassade de Chine qui a dit, je vais citer quelques commentaires car ils sont assez longs, faits sur ce rapport. Nous sommes scandalisés parce que l'IRSEM vient de publier, ce n'est pas du tout un rapport, mais une opération de stigmatisation contre la Chine. Il accuse la Chine de désinformation, mais en réalité, c'est lui qui est en train de désinformer le public français. Nous sommes choqués par l'attitude de l'IRSEM, d'autant plus qu'il est un institut de recherche attaché au gouvernement français et nous nous préoccupons des possibles influences négatives de ce faux rapport sur la connaissance objective des autorités françaises à l'égard de la Chine. Bref, quelques passages choisis, des mots doux que vous adresse l'ambassade de Chine. C'est le gouvernement français qui vous a commandé ce rapport, Paul Charon? Non, pas du tout. Et à vrai dire, les travaux menés par l'IRSEM sont essentiellement des travaux à l'initiative des chercheurs qui composent nos équipes. Nous travaillons parfois sur commande du ministère des Armées, mais la plupart du temps, c'est les chercheurs qui fixent eux-mêmes les sujets sur lesquels ils désirent travailler. En tout cas, on trouve donc 650 pages qui sont accablantes pour la Chine, avec une méthode de travail qui est inédite et qui mérite d'être exposée, Paul Charon. Oui, alors en fait, on s'est appuyé sur plusieurs outils. D'abord, à la base du rapport, il y a un certain nombre de missions que nous avons effectuées dans plusieurs pays, beaucoup en Asie, bien évidemment, au Japon, à Taïwan, au Vietnam, en Corée du Sud, à Singapour, voilà, mais aussi en Europe, en Amérique du Nord. Donc, missions au cours desquelles nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec des officiels, bien sûr, mais aussi avec des membres de la société civile, des journalistes, des organismes de fact-checking, par exemple, et puis des universitaires. Donc, ce qui nous a permis de recueillir énormément d'informations qui sont présentes dans ce rapport. Et puis, nous avons aussi essayé d'exploiter peut-être des ressources qui ne sont pas toujours utilisées par les think tanks, parfois par les chercheurs aussi, ou en tout cas pas sur ces sujets-là. D'abord, la production du parti lui-même, parce que le parti dit beaucoup de choses, et c'est insuffisamment exploité pour une raison essentielle, c'est qu'on manque de compétences, c'est-à-dire qu'on manque de gens capables d'exploiter cette littérature du parti extrêmement riche, parce que le parti, finalement, parle parfois assez sincèrement, en fait, et donc il faut en rendre compte. Et ensuite, on a exploité ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire qu'on est allé fouiller l'Internet sinophone. Donc, j'entends par Internet à la fois des sites Internet, par exemple des bases de données de journaux scientifiques, académiques, comme CNKI, qui regroupe aussi des journaux de l'Armée populaire de libération, par exemple. Et puis, des bases de données publiques, comme celle des passations de marchés publics. Voilà, et puis des forums de discussion, voilà, tout un tas de sites de ce type. Parmi les révélations de ce rapport, il y a une base, la base 311. Expliquez-nous ce qu'est cette base, Paul Charon. Oui, alors ce n'est pas une révélation du rapport. On connaissait déjà l'existence de cette base. Mais vous peut-être. Oui. Donc les spécialistes de l'APL connaissaient l'existence de cette base, mais on savait assez peu de choses. Et par les méthodes que je viens d'expliquer, nous avons réussi à en apprendre un peu plus. Donc c'est une base qui est située à Fuzhou, donc qui est une ville qui est située à peu près en face de Taïwan, et qui est spécialisée dans ce que les Chinois appellent les trois guerres. Donc, ce sont des guerres utilisant des moyens non cinétiques, donc qui ne créent pas de destruction, si vous voulez, donc ni de mort, ni de destruction matérielle. Donc, c'est des moyens de combat sous le seuil du conflit armé. Donc, ça comprend la guerre de l'opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit. Et cette base est spécialisée dans l'application de ces méthodes. Et elle est essentiellement tournée vers Taïwan.
Donc elle participe notamment à la pression exercée sur l'île de Taïwan, dont on voit une illustration en ce moment avec les pénétrations dans la zone de défense aérienne taïwanaise, mais aussi à un déversement quasi quotidien de désinformation sur les réseaux sociaux, dans les médias taïwanais, afin d'affaiblir à la fois l'esprit de défense, de créer de la division au sein de la société, etc. Êtes-vous capable de quantifier le nombre de personnes qui travaillent, Paul Charon, dans ces entreprises de désinformation au pluriel sous différentes formes? Non. Enfin, on ne sait pas combien il y a de personnes, par exemple, dans cette base. On sait, par exemple, on a été capable, grâce aux productions dans les bases de données que je mentionnais tout à l'heure, d'établir une cartographie partielle, mais déjà très intéressante, des thèmes sur lesquels ils travaillent. Par exemple, sur ce qu'ils appellent la guerre des cerveaux, c'est-à-dire la capacité à agir sur les attitudes, les croyances des individus et des sociétés, en mêlant à la fois des techniques classiques de psychologie cognitive, de guerre psychologique, mais aussi l'intelligence artificielle. Alors, le problème, c'est qu'on manque d'exemples. On manque d'exemples parce que les travaux auxquels on a eu accès, qui sont des travaux publics, il faut aller les chercher sur des bases de données, mais ils sont publics, c'est des travaux qui restent un peu abstraits pour l'instant. Alors, il y a peut-être des applications très concrètes, mais auxquelles nous n'avons pas accès pour l'instant. Malgré tout, ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire si vous voulez, la pénétration, en ce moment, alors quasi plusieurs fois quotidienne de l'espace aérien taïwanais, ça relève vraiment de ce qu'ils appellent la guerre psychologique. On abaisse le niveau de vigilance des Taïwanais, on recueille du renseignement, on élimine la possibilité d'une réaction vive de Taïwan en cas d'un conflit. Et donc, on essaye d'influencer l'opinion. Alors, il y a un point sur lequel les Chinois sont particulièrement sourcilleux, c'est la question des Ouïghours. Et d'ailleurs, dans les critiques très vives qui vous sont adressées par l'ambassade de Chine, il y a le cas de Maxime Vivas. Maxime Vivas est présenté comme un écrivain français. Ce monsieur a publié un livre intitulé Ouïghours pour en finir avec les fake news, et l'ambassade de Chine soutient son travail alors que, évidemment, celui-ci suscite de nombreux doutes, Paul Charon. Oui, en effet, l'ambassade soutient un certain nombre de travaux de ce type, de publications de ce type. Parfois, ils participe même à la publication de ses ouvrages. Maxime Vivas, par exemple, a reçu un prix du livre international en Chine. Et la maison d'édition avec laquelle il a travaillé aussi, donc les éditions Route de la Soie, sont liées à un organisme qui dépend du département de la propagande. Voilà, donc il y a des liens. Donc ça, c'est le cas le plus concret, la possibilité donc, de faire monter des auteurs qui vont aller à l'encontre d'un certain nombre de révélations qui sont faites sur la condition des Ouïghours, sur les droits de l'homme en Chine. On va monter des contre-feux. Oui, alors je dirais peut-être pas qu'ils les font monter, mais en tout cas, ils les encouragent, ils les soutiennent. C'est des individus qui, de toute façon, publient sans les encouragements du parti, sans doute. Et le parti n'a qu'à saisir, finalement, ces opportunités quand elles se présentent. Et puis, il y a d'autres opérations de manipulation de l'information. Alors là, il va falloir que vous traduisiez de l'anglais avec un certain nombre d'opérations telles que de l'astro-turfing, du gaslighting ou du doxing. Dites-nous de quoi il s'agit en français, Paul Charon. En fait, il y a tout un tas d'opérations alors, qui relèvent cette fois-ci d'un autre champ qui est celui des manipulations de l'information et qui peuvent consister, par exemple, à gonfler artificiellement la réputation, si vous voulez, ou les likes d'un site ou d'un tweet, d'un message, etc. Donc, on va avoir soit des faux comptes qui vont faire gonfler la visibilité d'une information, ou par exemple une fausse page. On a ça par exemple sur les jeux vidéo, les sites de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on fait ?
on fait un écran, une page écran, et quand les joueurs, donc sont plutôt des jeunes en général, hein, cliquent sur like un jeu vidéo ou une action dans un jeu vidéo, etc., en fait, ça entraîne des likes dans une page qui est derrière cette page et qui est en fait une page d'information, et ce qui permet voilà, de tromper ou de truquer la visibilité d'une information. On peut aussi être amené à attaquer des personnes sur les réseaux sociaux, à le critiquer, à pratiquer une sorte de harcèlement voilà, sur les réseaux sociaux, d'individus qui prennent des positions voilà, qui sont jugées négatives, dépréciatives contre les intérêts chinois, contre l'image de la Chine, ce qu'Antoine Bondaz a vécu, hein, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler Antoine Bondaz. Antoine Bondaz est un chercheur. Souvent sur l'antenne, mais il faut rappeler qui il est et ce qu'il a. Oui, donc c'est un chercheur voilà, spécialiste de la Chine et de la Corée qui travaille à la FRS et qui voilà, fait quelque chose de très important, c'est qu'il assure une espèce il joue le rôle de vigie sur les réseaux sociaux et dénonce aussi souvent que possible les mensonges de l'ambassade de Chine. Et pour cette raison, il en est souvent la cible. Voilà, et donc l'ambassadeur l'avait d'ailleurs traité de hyène folle. C'est ce qui est quelque chose de nouveau comme stratégie si on compare la Chine avec d'autres pouvoirs totalitaires. Les autres pouvoirs totalitaires généralement ne se livrent pas à cette surenchère verbale, et tout cela c'est peut-être à cause de Michel Foucault. Alors je cite le nom du philosophe à dessein parce que les Chinois ont lu Michel Foucault, en tout cas une partie de son œuvre, et ils en ont fait une interprétation tout à fait personnelle. Expliquez-nous laquelle, Paul Charon. Oui, alors vous faites référence à un concept de Michel Foucault qui est celui de pouvoir discursif, qui est présent dans l'ordre du discours, qui est sa leçon inaugurale lors de son entrée au Collège de France. Et effectivement, Foucault est l'un des philosophes français les plus connus en Chine. Alors Jean-Louis Rocca dirait mal connu, ou connu superficiellement. Oui, je n'ai pas dit que c'était de l'orthodoxie foucaldienne. C'est ça. Mais en tout cas, ils s'en sont inspirés pour, en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, pour corriger l'incapacité à construire un soft power. C'est-à-dire dans les années 2000, les Chinois ont été séduits par cette idée du soft power. Ils ont voulu construire... Qu'est-ce que c'est le soft power ? Donc, si vous voulez, la puissance douce, hein, mais c'est la capacité à créer une force d'attraction, voilà, à séduire le reste du monde, hein, et à pouvoir incarner typiquement par les États-Unis, la puissance culturelle américaine. On pense tout de suite à Hollywood. Les Chinois ont essayé de faire la même chose. La légende dit d'ailleurs que c'est en voyant Titanic que les Chinois se sont rendus compte qu'il fallait créer un pouvoir de séduction comparable. Mais ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons objectives. Mais l'interprétation a priori des dirigeants chinois, c'est que si le soft power chinois ne fonctionne pas à l'international, c'est parce qu'ils ont été privés de la possibilité de s'exprimer sur la scène internationale. Et donc l'idée de ce pouvoir discursif, c'est de saisir la parole. Et donc leur idée, c'est que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir, et prendre le pouvoir, c'est exclure la parole de l'autre. Et c'est exactement le schéma qu'ils essayent de mettre en place avec le pouvoir discursif. Et il se trouve qu'ils ont des moyens de prendre la parole qui sont des moyens extrêmement modernes, et peut-être d'ailleurs beaucoup plus que nous. Alors, par le biais des sites, certains sites étant chinois, je pense par exemple à TikTok, et vous allez nous en parler dans quelques instants, ou bien de la technologie chinoise, et là on songe par exemple à des marques comme Huawei. En quoi il faudrait être méfiant vis-à-vis donc de ces sites ou de ces produits chinois, Paul Charon? Alors, TikTok, c'est pas forcément le site le plus problématique. Il y en a d'autres qui posent problème. D'une manière générale, si vous voulez, l'une des ambitions de la Chine, c'est d'imposer un discours positif sur elle-même, partout dans le monde. Et donc ça implique d'aller contrôler les récits ou essayer de les influencer partout dans le monde. Alors, ils s'attachent d'abord à les contrôler au sein de la diaspora, ou des diasporas,
parce que c'est plus facile, parce que c'est plus dangereux pour eux aussi, parce que la diaspora, c'est la population qui maîtrise la langue chinoise, les codes culturels chinois, qui fait des allers-retours incessants entre la Chine et le reste du monde, et donc qui est susceptible d'importer les valeurs libérales en Chine, donc qui menacerait la pérennité du régime. Et donc, il faut aller sur WeChat, essentiellement. Donc, faire en sorte que, d'abord, dans les médias en langue chinoise, et en particulier sur WeChat, ce soit le parti qui contrôle l'ensemble de cette production d'informations. Et puis, ça va être le cas partout ailleurs, et y compris après en essayant de toucher des médias ou des réseaux sociaux en langue vernaculaire, si je puis dire, ou indigène, quoi. Et on voit donc qu'il y a ces tentatives donc de peser, qui peuvent être parfois des tentatives purement économiques. Alors, vous citez par exemple comme exemple 2 faux articles pour favoriser l'OPA d'un groupe chinois sur le club Méditerranée. Oui, ce sont des types de procédures auxquelles les Chinois peuvent recourir. Ça relève là aussi des manipulations de l'information, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on présente dans le rapport, c'est le répertoire d'action du Parti communiste chinois. Et j'insiste, à chaque fois je parle de Parti communiste chinois, parce que c'est pas la Chine, c'est le parti en fait. Ce répertoire, il est extrêmement large, bien plus large sans doute que le répertoire russe, et il a recours aux manipulations de l'information pour des objectifs extrêmement variés, qui peuvent être des objectifs politiques, des objectifs scientifiques, académiques, culturels, dont des objectifs aussi économiques. Mais alors, ce que l'on pourrait vous rétorquer, c'est... tous les pays ont recours à cela. Est-ce que la France, par exemple, a recours à cet enfumage? Donc là, en l'occurrence, il s'agit de favoriser un groupe chinois pour que celui-ci prenne le contrôle d'un groupe, alors en l'occurrence d'un groupe français, le Club Med. Sommes-nous suffisamment naïfs pour ne pas faire la même chose, ou pour penser que la France ne fait pas la même chose, Paul Charon? Oui, alors je pense qu'effectivement, il faut comprendre qu'on n'est pas, il ne faut pas avoir une lecture manichéenne. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait les méchants, de l'autre côté, il y aurait les bons. Bien sûr, on serait du côté des bons. Je pense qu'il faut plutôt avoir une lecture sur un espèce de continuum avec des pratiques qui relèvent plus ou moins de l'ingérence dans les affaires d'un autre pays. Soutenir un groupe, une compagnie, on est à un niveau encore assez léger d'ingérence dans les affaires étrangères, mais c'est bien plus grave quand on parle, par exemple, d'ingérence électorale, comme les Chinois peuvent le faire à Taïwan, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande. Et en France, puisque donc là, je crois que nous sommes en campagne présidentielle. Est-ce que le gouvernement chinois a un des candidats? Alors, nous, on n'a jamais, pour l'instant, détecté d'ingérence électorale de la Chine en France. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Alors, on ne dit pas que ça va arriver non plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une expansion de ces outils d'influence et de manipulation de l'information qu'on décrit dans le rapport, qui au début étaient plutôt appliqués sur des cibles de la périphérie immédiate de la Chine, Taïwan, Hong Kong, et qui maintenant s'appliquent partout. Et donc, on n'est pas à l'abri qu'un jour, ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan ne soit vu aussi en France. Et puis alors, il y a une autre opération que vous disséquez, c'est tout ce qui est relatif au Covid-19. Et là, la Chine a déployé de nombreux moyens. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des plus belles illustrations du fait que la Chine copie la Russie, et en l'occurrence l'Union soviétique, puisque c'est la copie d'une opération menée par le KGB en 1983, qu'on appelle Infection, et qui consistait à faire croire que le virus du sida avait été fabriqué par l'armée américaine dans une base dans le Maryland, à Fort Detrick. Et les Chinois ont récupéré non seulement le modus operandi, qu'on compare dans le rapport, mais aussi le matériel narratif. C'est-à-dire qu'ils ont accusé la même base, Fort Detrick, d'avoir fabriqué le SARS-CoV-2. Et l'on retrouve ça dans votre rapport, parce que je dois dire que ce rapport, on peut le télécharger donc aisément sur le site de l'IRSEM, les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, donc c'est le titre de ce rapport, et il se lit véritablement comme un roman d'espionnage, à ceci près que tout ceci est présenté comme
vrai, même si l'ambassade chinoise dit que c'est faux. Paul Charon, on se retrouve dans quelques instants. Vous serez rejoint par Alice Ekman, elle est analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, et on va voir avec elle comment la Chine est devenue une puissance révisionniste, c'est-à-dire qu'elle cherche à changer les règles du jeu mondial. Et donc, pourquoi il y a aujourd'hui urgence à s'en préoccuper? Il est 8h sur France Culture. C'est un rapport explosif que vous pouvez télécharger sur le site de l'IRSEM. C'est un institut de recherche lié au ministère de la Défense. Il s'intitule « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien ». Il a été sévèrement critiqué par l'ambassade de Chine en France et il dévoile les différentes techniques que la Chine utilise pour influencer les opinions publiques de par le monde. Paul Charon, l'un des rédacteurs, est dans ce studio. Il est rejoint par Alice Ekman. Bonjour Alice Ekman, Bonjour. vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. On vous doit notamment Rouge vif, l'idéal communiste chinois avec une réédition en poche Flammarion. Paul Charon, je le disais tout à l'heure, la Chine est une puissance révisionniste. Qu'est-ce que ça signifie, une puissance révisionniste ? Une puissance révisionniste, ça veut dire qu'elle ne se satisfait pas du monde tel qu'il est aujourd'hui, du fonctionnement des institutions internationales, et qu'elle a pour ambition de changer ce système international pour qu'il ressemble un peu plus à ses valeurs, qu'il soit plus conforme à ses valeurs, ses institutions et ses normes. Et par exemple, lorsque vous dites que la Chine ne se satisfait pas de ces normes-là, quelles sont celles qu'elle aimerait changer en premier lieu ? En premier lieu, sans doute, ce serait toute la philosophie des droits de l'homme, pour la remplacer par une conception des droits de l'homme dans laquelle les droits individuels seraient soumis ou subordonnés à l'intérêt national. Alice Ekman, un commentaire. Oui, par révisionniste, parfois on aurait tendance à penser que la Chine veut faire table rase. Par exemple, des institutions internationales, ce n'est pas le cas. Dans certaines, elle les maintient, elle s'intègre dans les institutions existantes en espérant les changer de l'intérieur. C'est par exemple le cas des Nations Unies, notamment du Conseil des droits de l'homme, un sujet dont on vient de parler. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que non seulement la Chine ne veut pas faire table rase, donc par rapport aux institutions internationales, elle a trois approches. Elle s'intègre dans certaines, lorsqu'elle considère que la marge d'influence est à son avantage, elle peut faire changer les choses de l'intérieur. Elle en ravive ou en revigore certaines qui, jusqu'à présent, ne servent à rien, ne veulent rien dire, comme la SICA, une conférence de sécurité qui raroche des pays d'Asie centrale et pas les États-Unis, non, le Japon, avec un succès mitigé jusqu'à présent. Et surtout, elle en crée de nouvelles, comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qu'elle a créée il y a plus de 5 ans. Elle pourrait aussi en créer de nouvelles. Mais ce qui est intéressant, pour reprendre le cas des Nations Unies, c'est qu'avant, par exemple, la Chine n'utilisait pas les termes employés par les démocraties. Par exemple, droits de l'homme. Elle n'aimait pas trop ce terme, ou elle l'utilisait avec parcimonie, de même pour état de droit. Et avec Xi Jinping, donc depuis automne 2012 à peu près, elle a une stratégie de communication et de propagande qui vise à s'approprier les termes de démocratie pour, en fait, créer une forme de flou autour de la définition de ces termes. C'est-à-dire qu'elle essaye de redéfinir le terme de droit de l'homme, de redéfinir le terme d'état de droit, et de faire valider ces définitions dans les organisations internationales avec l'aide d'autres pays à partie unique. Et alors, il est étonnant de voir le nombre d'institutions internationales qui ont eu ou sont aujourd'hui aux prises avec un scandale lié à la Chine. On pourrait citer par exemple la présidente du FMI qui était auparavant à la Banque mondiale et qui a été accusée de favoritisme pour la Chine. Bon, finalement, elle a été disculpée, mais le soupçon était là auparavant. L'OMS aussi. Bref, deux institutions qui sont des institutions extrêmement importantes. Alice Ekman. Oui, la Chine a une diplomatie qui est quand même assez efficace. C'est le premier réseau diplomatique au monde quand même en termes d'ambassades et de consulats. Ce sont des diplomates qui sont bien formés en termes de communication, d'influence, avec, on pourra en reparler, maintenant un retour à des pratiques aussi propres à presque, on peut dire, la révolution culturelle, avec l'emploi de termes très offensifs. C'est-à-dire, parce que donc j'ai cité le communiqué de l'ambassade de Chine en France qui dit beaucoup de mal du rapport de Paul Charon et un ambassade de Chine en France qui a une langue particulièrement déliée, assez désinhibée, assez peu diplomatique à première vue.
Oui, et pas uniquement en France, dans beaucoup de pays, notamment considérés comme occidentaux par la Chine, il y a l'emploi de termes qu'on avait entendus durant la révolution culturelle. Par exemple, chien errant du capitalisme, force occidentale hostile. Alors, c'est intéressant à noter parce qu'à la fois la diplomatie chinoise n'est plus archaïque comme elle était au temps de Mao. Encore une fois, premier réseau diplomatique au monde, des diplomates qui ont été bien formés avec une professionnalisation de la formation des diplomates sous Deng Xiaoping et les mandats présidentiels suivants, et en même temps un retour à des pratiques de communication qui sont d'influence soviétique et maoïste. Et ça crée quand même une influence mitigée parce que certes, et comme le rapport le souligne, les capacités d'influence et de désinformation de la Chine se sont renforcées, avec une réception mitigée, de plus en plus mitigée depuis la crise du Covid-19. Pour être plus précise, certains pays sont exaspérés par ce discours qu'on pourrait considérer comme agressif, mais d'autres le sont moins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont moins les cibles de ce discours. En fait, avant tout, la Chine considère qu'il y a des pays amis et des pays ennemis, et surtout que les pays occidentaux... La Chine, c'est un pays ami ou ennemi ? Non, la Chine considère qu'il y a des pays amis et ennemis dans le monde. La France, c'est un la pays. France, d'accord. Ça dépend en effet de sa communication, mais globalement, alors si on synthétise, c'est quand même un pays occidental, et la Chine considère que les pays occidentaux, il faut s'en méfier, parce que voilà la question des droits de l'homme, l'état de droit, etc. Et donc il y a une dichotomie qui se crée, et aussi des groupes de pays qui se forment entre des pays qui soutiennent les positions de la Chine, par exemple aux Nations Unies, on y revient, par exemple sur la question du Xinjiang ou de Hong Kong. Près d'une cinquantaine de pays. Quels sont les pays soutiens de la Chine ? Ils sont nombreux. Il y a l'Iran, la Russie, plusieurs pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, certains pays d'Asie du Sud-Est. On arrive à une cinquantaine. C'est principalement des pays autoritaires. Et à l'inverse, il y a des groupements de pays qui se forment pour pointer du doigt ce qu'ils considèrent être les manquements démocratiques, pas uniquement en Chine, mais aussi, par exemple, en Russie, sur le cas Navalny. Donc on a aujourd'hui pas une formation de blocs de style guerre froide, mais de pôles de pays qui, de plus en plus, forment une compétition idéologique extrêmement offensive qui aussi se matérialise par une guerre de communication. Mais il y a aussi des opérations qui ressemblent à la guerre froide, qui ne concernent pas seulement les Chinois, qui concernent les étrangers. Par exemple, des touristes canadiens peuvent éventuellement avoir des problèmes en Chine. Paul Charon, rappelez-nous ce qui s'est produit. Oui, alors ce ne sont pas de simples touristes, il s'agit d'anciens diplomates canadiens qui ont été arrêtés. Alors c'est ce qu'on appelle en fait des procédures bâillons. Ou la diplomatie des otages, qui consiste à faire pression sur le gouvernement canadien par l'arrestation de 2 citoyens canadiens qui sont en plus d'anciens diplomates afin d'obtenir satisfaction. Donc il s'agissait, c'était dans le cadre de l'affaire de Huawei et de Meng Wanzhou, qui est la fille du dirigeant et qui avait été arrêtée par les autorités canadiennes à la demande du gouvernement américain. Et en mesure de rétorsion, le gouvernement chinois a décidé d'arrêter ces 2 citoyens canadiens, qui ont d'ailleurs été libérés aussitôt que Meng Wanzhou a été renvoyé en Chine. Et puis, il y a aussi des Chinois qui disparaissent. Alors, par exemple, aujourd'hui, c'est Zhao Wei, une actrice chinoise qui a disparu depuis un mois et qui, a priori, n'a toujours pas donné signe de vie. Alice Ekman ? Oui, aujourd'hui, le parti recadre un certain nombre de secteurs, y compris culturels, mais aussi le secteur économique, puisqu'avec la disparition aussi de plusieurs patrons d'entreprises, privés parfois. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on a un parti qui a renforcé son pouvoir dans toutes les strates de la société et qui a beaucoup moins de limites qu'il y a 10 ans. Souvent. Mais pourquoi faire disparaître une actrice ? Alors là, Paul Charon ? Alors, j'avoue que je n'ai pas les détails en tête de cette affaire, mais il peut y avoir tout un tas de raisons. Ça peut servir d'exemple. En tout cas, elle s'est envolée, ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés, son nom a disparu des plateformes de streaming chinoises et certains de ses films ne sont plus trouvables, ce qui rappelle vraiment le stalinisme dans la plus belle époque où on supprimait certaines personnes gênantes sur la photo, quoi. Ce qu'on note vraiment en Chine, et ça c'est depuis on peut dire 2013-2014, notamment sous couvert de la campagne dite anticorruption, c'est
le développement de la peur en Chine. La peur des cadres du parti. Ils ont peur d'être mis sous enquête, d'être dénoncés par des camarades, etc. Et puis la peur s'est répandue à d'autres secteurs. Le secteur privé, le secteur de la culture, de l'entertainment, etc. Et c'est par la peur aujourd'hui que Xi Jinping espère rester au pouvoir. En tout cas, indéniablement, il maintient un climat de peur parce que parfois on ne sait pas pourquoi telle personne a été arrêtée, mais on sait que les arrestations peuvent toucher des gens très influents ou très puissants, que ce soit sur les réseaux sociaux ou une puissance économique. Et là, on est à une période, quand même, un calendrier important, à 1 an du renouvellement probable, en tout cas du prolongement, l'autoprolongement probable du mandat présidentiel par Xi Jinping, puisque ce sera le 20e congrès à l'automne 2021. Et donc, on est aussi dans le cadre aussi d'une restructuration, on pourrait dire d'une purge au sein du parti et au-delà. En tout cas, moi, je ne vois pas d'assouplissement de l'orientation prise par Xi Jinping depuis 10 ans. Au contraire, je vois une consolidation à la fois dans la méthode de contrôle, par la peur, la dénonciation, etc., mais aussi dans le renforcement, le renouveau idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parle de prospérité commune, de nouvelles réformes économiques qui vont amener la Chine à s'éloigner un peu plus d'un système capitaliste ou dit libéral. Paul Charron. Oui, et ce qu'il faut ajouter, et on revient là aussi à la question du révisionnisme, c'est que... Donc le révisionnisme étant la tentation de faire changer les bases et les normes du monde. C'est-à-dire que le Parti communiste estime qu'il a une alternative à proposer à la démocratie libérale. Mais comment ? Parce qu'il n'y a pas de Parti communiste chinois en France. Alors, le comment, ça reste à voir. Mais en tout cas, quand on lit la production du parti, les choses sont assez claires, que l'on se penche sur les discours officiels, sur les productions de l'école centrale du parti. Il y a ce fameux discours de He Yiqian, qui est la vice-présidente de l'école centrale, et qui explique que la Chine, à travers sa conception du marxisme, est le sommet idéologique qui va guider le monde. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent sembler, qui peuvent même faire sourire et qui peuvent sembler un peu abstraites, mais qui sont très concrètes pour le Parti communiste. Oui, Alice Ekman, un des messages clés qui est répété par le parti ou qui est promu par le parti via les réseaux sociaux notamment, c'est le déclin de l'Occident. L'Occident serait en déclin, regardez leurs problèmes économiques, leurs problèmes migratoires, de sécurité. Et donc c'est ces messages-là, par différents biais, qui sont martelés pour montrer qu'en filigrane, non seulement l'Occident est en déclin, mais la Chine est en ascension. Et donc le système démocratique promu par les États-Unis ou certains pays européens, finalement est obsolète du point de vue du Parti communiste chinois. Il est temps non seulement de résister à la promotion de la démocratie en Chine, mais de contre-attaquer pour montrer que la démocratie est faible et vouée à l'échec. Et on est vraiment... Alors c'est en substance, bien sûr, c'est plus précisément, ça porte sur des sujets concrets. Par exemple, qui renvoie complètement au discours de Vladimir Poutine. Oui, mais d'ailleurs, il y a une convergence entre la Chine et la Russie sur certains messages. Convergence parfois spontanée, parfois coordonnée, mais qui est réelle et qui est de plus en plus observée. Et elle porte sur certains points. Ça peut être le Brexit, regardez, l'Union européenne fout le camp. Ça peut être le Covid, regardez, nos chiffres sont meilleurs. Même si c'est faux, c'est la direction qui l'amène. D'ailleurs, on ne sait pas si au fond d'eux-mêmes, les dirigeants du parti pensent vraiment que l'Occident est en déclin. En tout cas, c'est vraiment le message qu'il va faire passer par différents biais. Et on peut dire qu'il prend dans certains pays dits émergents, et la Chine fait tout pour promouvoir son système par différents biais. Par exemple, la formation de hauts fonctionnaires et ingénieurs africains. Par exemple, l'invitation de cadres de partis étrangers en Chine. Alors encore une fois, c'est difficile de mesurer l'influence, mais la volonté politique est là et elle est soutenue par de gros moyens financiers. Qu'en pensez-vous, Paul Charron ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et, je pense que du point de vue des Chinois, ils sont dans une période d'opportunité stratégique parce qu'effectivement, il y a un déclin de l'Occident qui est assez significatif pour eux et qui s'illustre en tout un tas d'événements, de l'élection de Donald Trump au Brexit, jusqu'à l'incapacité des démocraties à gérer la pandémie de la Covid-19. D'ailleurs, quand on regardait... Mais ce qui est quand même un retournement de l'histoire assez étonnant parce que
il semblerait que cette pandémie, elle vienne plutôt de Chine, et la Chine s'en est sortie en profitant presque de ce moment. Oui. Alors, c'est ce que dans le rapport, on a appelé ça le retournement du stigmate, parce que, bien évidemment, les Chinois sont responsables, a priori, de cette pandémie. Et s'il y a eu autant de services de renseignement, etc., qui ont prévu qu'il y aurait ce type de pandémie à partir de la Chine, c'est simplement pour la configuration locale, c'est-à-dire une très forte densité de population humaine et animale, avec la possibilité de transmission d'une espèce à l'autre. Donc c'était logique que ça démarre là. Mais les Chinois ont réussi à retourner le stigmate parce que s'ils sont responsables de la pandémie, ils se présentent comme ceux qui l'ont le mieux géré. Alors, ce qui n'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que si on regarde ce que Taïwan a fait, par exemple, la gestion était exemplaire à Taïwan, qui est une démocratie, entre parenthèses. Et puis, je rappelle ce que vous évoquiez tout à l'heure, la Chine a aussi continue à expliquer que ce virus est une création américaine. Tout à fait. Ce qui facilite les choses. Alice Ekman, a-t-on affaire à une autre révolution culturelle? Alors, c'est une révolution culturelle avec d'autres moyens. C'est aussi une diffusion des idées chinoises par d'autres biais. Ce n'est plus le petit livre rouge que d'aucuns lisent en Occident, mais c'est là aussi une nouvelle offensive avec un Xi Jinping qui finalement rappelle dans ses méthodes ce que Mao pouvait faire, et en tout cas la longévité de Mao. Oui, alors toute comparaison historique est risquée et doit être nuancée, mais c'est sûr que certaines méthodes de la révolution culturelle se retrouvent aujourd'hui employées par les dirigeants du Parti communiste. Pour être précise, par exemple, les séances de confession, d'autoconfession, de critique et d'autocritique entre camarades existent aujourd'hui. Les confessions publiques existent aujourd'hui, notamment de personnes qui ont été arrêtées à la télévision publique chinoise. Et puis, encore une fois, ce sentiment de peur permanent qui existe au sein de l'élite chinoise, encore une fois, pas de l'ensemble de la population, mais des personnes qui ont le pouvoir et qui peuvent du jour au lendemain être destituées, placardisées, dénoncées, etc. Et puis, le recadrage de la culture, qui est une chose évidente. Lors du 19e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping a déclaré « Artistes intellectuels doivent chanter les louanges du parti ». Et on voit bien aujourd'hui, par exemple à l'occasion des 100 ans du Parti communiste chinois, que ces artistes intellectuels, qui le sont de moins en moins, ont été mobilisés pour réaliser des œuvres à la gloire du parti, des 100 ans du parti. On voit aussi que les journalistes sont mobilisés, obligés d'être mobilisés pour aussi chanter les louanges du parti. Donc il y a quand même une réduction de l'espace de liberté qui existait quand même relativement sous Hu Jintao. Il n'a jamais été plein et entier comme en démocratie, mais on voit une réduction de cet espace de liberté qui touche l'art, la culture, le monde du journalisme, la recherche aussi, puisque énormément de think tanks chinois et d'universités sont de plus en plus contraintes dans non seulement l'identification de leur sujet de recherche, mais aussi les conclusions de leur rapport. Et donc aujourd'hui, oui, en tout cas, il y a un recadrage du monde de la culture avec des méthodes qui rappellent celles de la révolution culturelle, et je ne vois pas l'issue pour l'instant. Paul Charon, alors la différence entre la guerre froide et maintenant, c'est qu'il y a une interdépendance entre la Chine et l'Occident. Il y a un certain nombre de critiques contre les États-Unis. D'ailleurs, dans ces critiques adressées à votre rapport, l'ambassade chinoise explique que vous reprenez le discours américain, mais sans la dépendance économique des deux pays, les choses pourraient évoluer. Or, cette dépendance économique, elle est aujourd'hui réelle et importante, aussi bien pour les États-Unis que pour la Chine. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, je crois que la comparaison avec la guerre froide, elle peut nourrir le débat, mais il faut nuancer, parce que il y a cette interdépendance très forte, et le fait tout simplement que on n'a pas affaire à deux blocs dos à dos, mais à deux puissances qui partagent le même monde. Alors, ça peut sembler, à certains égards, moins risqué, puisque du coup, ça impose un certain nombre... ça impose la nécessité de s'entendre sur un certain nombre de sujets. Et puis, on a aujourd'hui une conscience beaucoup plus aiguë de la nécessité de gérer la question des biens publics mondiaux en commun. Mais dans le même temps, ça peut générer des tensions beaucoup plus fortes, parce que ce que je disais tout à l'heure
le fait que le Parti communiste chinois estime qu'il représente une alternative, dans le sens contraire, la démocratie, c'est une menace pour le régime chinois. Et ce qu'ils mentionnent comme, ce qu'ils appellent l'infiltration culturelle, c'est-à-dire le risque que les valeurs libérales pénètrent en Chine et viennent déstabiliser le monopole du parti, c'est une menace extrêmement importante. Donc tant que l'alternative libérale est viable, c'est une menace. Et donc il faut essayer de la démonétiser. Donc de ce point de vue-là, il y a un risque de tension qui est beaucoup plus fort que dans le schéma de la guerre froide. Alice Ekman, et il y a aussi un jeu géopolitique. Alors, on a parlé de la relation de la Chine avec les États-Unis, avec l'Occident. Il y a aussi une question qui se pose avec l'Inde. Ah oui, alors là, la rivalité est également très forte parce qu'il y a un différend frontalier qui se prolonge et même s'est intensifié l'année dernière, parce qu'il y a aussi un refus de l'Inde d'accepter le concept même des nouvelles routes de la soie qui passent par une zone disputée au Pakistan. Et puis globalement, parce qu'il y a aussi une opposition idéologique qui est marquée, avec l'Inde qui est un pilier du groupement dit Indo-Pacifique et qui fédère des pays considérés globalement comme démocratiques, et la Chine qui refuse de son côté ce concept et cherche à fédérer des pays qui ne sont pas démocratiques, en tout cas qui cherche à fédérer un groupe le plus large possible de pays. Mais ce qui structure quand même réellement les rivalités géopolitiques d'aujourd'hui, c'est cette rivalité sino-américaine qui est extrêmement profonde, qui est commerciale, qui est technologique, qui est conceptuelle, qui est idéologique et qui se prolonge après l'administration Trump. C'est-à-dire qu'on avait on a certains questionnements légitimes sur les orientations de l'administration Biden. Est-ce qu'ils allaient ajuster la politique vis-à-vis de la Chine? Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un prolongement de cette politique parce qu'il y a un consensus bipartisan entre démocrates et républicains sur le fait que la Chine est une menace, pas uniquement une menace commerciale et technologique, mais encore une fois aussi idéologique. Et on voit donc cette division idéologique qui rappelle dans une certaine mesure l'opposition idéologique de la guerre froide. Alors ça se traduit notamment, cette rivalité, par ce qui se déroule aujourd'hui en Afghanistan. Les Chinois essayent de se rapprocher du pouvoir taliban. Et il y a des discussions. Où en est-on aujourd'hui à cet égard, Alice Ekman ? Oui, alors là, il faut être mesuré parce qu'on ne peut pas dire que la Chine soutient les talibans. La Chine entretient des relations, on va dire, plus intenses qu'un certain nombre de pays. Il y a aussi une présence économique, une volonté aussi de souligner, là on revient à la guerre de communication, de souligner l'échec des États-Unis et de leurs alliés, du retrait qui est un échec et c'est une réalité. Donc la Chine a aussi des arguments aussi pour diffuser sa propagande. Et on revient aussi à cette question des États-Unis qui feraient le mal dans le monde et de la Chine qui ferait le bien dans le monde. C'est un peu simpliste, mais c'est vraiment le message que la Chine essaie de faire passer autour de la crise afghane. Crise afghane, d'autres pays qui sont également des pays en voie de développement, qui sont eux aussi extrêmement sollicités par la Chine, en échange de quoi la Chine peut profiter, par exemple, des ressources du sous-sol. Oui, oui, en effet, après... comment dire, la crise parfois, les tensions idéologiques et de communication ne recoupent pas toujours la réelle politique. C'est-à-dire que parfois la Chine communique moins sur certaines coopérations, mais oui, il y a une réalité. La Chine a besoin d'énergie, la Chine souhaite continuer à promouvoir ses infrastructures et on a des pays parfois qui ne sont pas forcément intéressés par le discours chinois, voire qui le rejettent, mais qui sont intéressés par ces infrastructures technologiques ou ces infrastructures de transport. Hier, le New York Times, Paul Charon, faisait part des inquiétudes véritables relatives à Taïwan. Taïwan menaçant, c'est ce qu'écrivait en substance le New York Times, menaçant la paix du monde via l'affrontement avec la Chine, bien sûr. Pourriez-vous nous rappeler quelle est la situation de Taïwan et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à cet égard ? Taïwan, c'est une île qui est indépendante de facto, mais pas de jure, donc qui n'est pas reconnue, reconnue par très peu d'États aujourd'hui dans le monde, et aucune puissance majeure. La Chine estime qu'elle a des droits sur ce territoire et que Taïwan fait partie de son territoire. Donc il y a des tensions dans le détroit de Taïwan, puisque les États-Unis apportent... leur soutien à l'île de Taïwan et que les Chinois exercent une pression croissante depuis quelques années
sur l'île de Taïwan. Alors, on l'a vu il y a quelques jours avec la pénétration des forces aériennes chinoises dans l'espace de défense aérien taïwanais. Mais c'est qu'une illustration des pressions exercées par les Chinois sur le gouvernement taïwanais. Mais alors, est-ce que l'on peut redouter, par exemple, que la Chine s'empare de Taïwan? Est-ce qu'il faut redouter des menaces qui seraient plus légères? Non, ça reste un risque. Il y a un risque réel de conflit dans le détroit de Taïwan. Et qui inquiète d'ailleurs l'ensemble des puissances de la région. Enfin, les Japonais, les Australiens sont extrêmement conscients du risque de conflit. Et si on fait le parallèle d'ailleurs avec l'Afghanistan, il y a peu de chances aujourd'hui, alors bien sûr on peut se tromper, mais il y a peu de chances aujourd'hui, et c'est aussi l'interprétation que font beaucoup d'Australiens, que les États-Unis restent en dehors d'un conflit dans le détroit de Taïwan, tout simplement parce que ce serait se décrédibiliser totalement dans la région Asie-Pacifique. Plus personne ne prendrait les États-Unis au sérieux. Donc dans le cas d'un conflit, il y a de fortes chances que les États-Unis interviennent. Par ailleurs, Taïwan, c'est 90% des microprocesseurs produits dans le monde, ce qui n'est pas le cas de l'Afghanistan. Donc la possibilité de rester inerte n'est pas véritablement une option, Alice Ekman? Si l'on parle de Taïwan, en effet, mais l'enjeu est beaucoup plus qu'économique ou technologique à Taïwan, il est vraiment national. La Chine présente la réunification, ce qu'elle appelle la réunification avec Taïwan, comme un enjeu de souveraineté nationale. D'ailleurs, à l'occasion du 70e anniversaire de l'anniversaire de la République populaire de Chine, en 2019, une grande exposition consacrait une salle entière à Hong Kong et Taïwan, parce que Hong Kong maintenant fait partie du territoire chinois depuis 1997. Bien sûr, la situation est très différente, puisque l'histoire est différente avec le territoire, mais Taïwan apparaît aux yeux du Parti communiste chinois comme la dernière erreur à rectifier, si je peux me permettre. Là, c'est dans l'imaginaire, la perception du Parti communiste. Et donc, Hong Kong a beaucoup surpris les analystes et les observateurs. En très peu de temps, la Chine a mis au pas les acteurs locaux et à un rythme qui était sous-estimé, qu'on avait du mal à anticiper. Donc aujourd'hui, beaucoup d'observateurs se disent qu'il faut prévoir des scénarios de guerre à Taïwan pour ne pas être pris de court. Et c'est vrai que beaucoup de ministères des armées, de la défense dans le monde, maintenant font des wargames, des war scénarios, c'est-à-dire des scénarios quand est-ce que la guerre va éclater, à quelle échéance, etc. Si l'on analyse en détail la communication du Parti communiste chinois et certaines de ses actions, on considère qu'aujourd'hui l'armée populaire de Chine essaye de tester la réaction des Taïwanais, mais aussi des Américains, ça c'est une certitude, et en même temps le discours insiste sur ce que Xi Jinping appelle les forces sécessionnistes taïwanaises, c'est-à-dire que c'est une volonté de déstabiliser une partie de la population, de cibler une partie de la population. Et donc, Xi Jinping disait, les Chinois ne vont pas attaquer des Chinois, mais par contre attaquer ce qu'ils considèrent être les forces sécessionnistes. Donc c'est un peu particulier, ça serait à mon avis une action très ciblée. Paul Charon, un mot de conclusion après votre rapport. Est-ce que vous pensez que la France prend les précautions suffisantes par rapport à cette menace liée à l'influence chinoise ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a, on entre dans une nouvelle période qui n'est plus faite de naïveté, mais voilà, de conscience plus aiguë des pratiques du parti. Et c'est pas seulement en France, je pense que c'est globalement en Europe. Et je renvoie à votre rapport qui est suffisamment édifiant à cet égard. Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien, cela se télécharge sur le site de l'IRSEM, et ça se dit très bien, Alice Ekman, Rouge vif, l'idéal communiste chinois, et c'est réédité en poche. Flammarion, je vous propose maintenant d'accueillir mes camarades qui viennent prolonger cette émission, Arnaud Laporte, Adèle Vendrette et Quentin Lafay. Bonjour Quentin.